Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le CNED, juste un slide pour vous expliquer un peu ce qu'est le CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Le CNED, c'est un opérateur public, c'est un établissement public administratif qui a une double tutelle, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Recherche. On a créé donc depuis officiellement mai dernier un Living Lab, un laboratoire vivant des usages qui porte sur l'apprentissage enrichi. Il y a actuellement dans le monde environ 260 Living Labs. À l'origine donc plutôt au sein de l'Union européenne, ce sont environ les 3/4, mais depuis cette année en fait, de nouveaux Living Labs apparaissent en dehors de l'Union européenne. On en trouve dans le domaine sur les territoires asiatiques, notamment en Chine, on en trouve en Afrique, on en trouve en Amérique du Sud, je pense notamment à la Colombie. Et donc ces 260 Living Labs, l'idée c'est de dire, eh bien dans ces lieux-là, ce sont des lieux qui sont particulièrement intéressants en termes d'innovation, où on fait l'innovation en mettant l'utilisateur final comme justement, véritablement, co-créateur des produits et des services innovants. Et donc chaque Living Lab porte sur un certain nombre de thèmes, plutôt sur un thème précis, mais ce que je veux dire c'est que sur des thèmes très différents. On a des Living Labs sur la santé, on a des Living Labs sur toute la problématique des seniors, on a des Living Labs sur le domaine véritablement des nouvelles technologies, on a des Living Labs qui sont liés à tout ce qui est dans le domaine du développement durable, du green, etc. Voilà. Et ça c'est la nouveauté, depuis la dernière vague de candidature, donc depuis 2011, et donc nous faisons partie de cette vague-là, de nouveaux Living Labs sont arrivés dans le domaine de l'éducation et de la formation. Actuellement, sur les 260 Living Labs qui existent, il y a au maximum, allez, je vais arrondir, une petite dizaine de Living Labs qui portent spécifiquement sur le domaine de l'éducation. Voilà le schéma qu'on a présenté en fait quand on a demandé la labellisation et qui, je pense, évidemment mis à la suite des autres, le message est assez clair. La manière de faire l'innovation dans un Living Lab, elle a plutôt cette tête-là. À quoi ça vous fait penser pour ceux qui ont fait quelques études de biologie ou les souvenirs d'école, de collège ou lycée en biologie? Ça fait penser aux cours sur la fécondation, sur les ovules, sur les écosystèmes, sur la biologie, voilà. C'est ça l'esprit des Living Labs, c'est-à-dire que on va essayer justement d'aller chercher des idées là où on ne va pas forcément les chercher. Donc on ne va pas forcément avancer en ligne droite, on va un petit peu zigzaguer. On va aller féconder des idées là justement où on ne va pas le faire d'habitude, puisqu'on est dans un processus qui est plutôt linéaire. On va travailler avec des gens qu'on n'a pas l'habitude, évidemment, de côtoyer. C'est justement parce qu'on va rencontrer ces gens-là, c'est justement parce qu'on va discuter avec ces gens-là qu'on va pouvoir générer de l'innovation qui est différente. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le seul moyen, je dis que c'est un des moyens qui nous semble, intéressant de défricher pour créer des produits et des services justement différents. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est le seul moyen de faire l'innovation, mais ça permet d'identifier des choses. Et une partie très importante du Living Lab, c'est l'observatoire justement de ces tendances. Parce que dans le monde de la formation, et dans le monde de la formation liée au numérique, on apprend beaucoup de choses en allant discuter et travailler avec des artistes qui eux-mêmes justement ont intégré ça dans leur pratique professionnelle et ont déjà mis en évidence des usages justement qui sont intéressants des universitaires d'Orange, des cultures nord-américaines avec lesquelles la télé est différente. Donc ça aussi c'est un formidable atout pour expérimenter des produits et des services. Donc après ça passe par tout un ensemble de techniques que vous connaissez, j'imagine bien, c'est tout ce qui est bêta-test, tout ce qui est focus group, donc où on positionne l'utilisateur véritablement comme un acteur des produits. Ce que je dis là n'est pas nouveau, mais l'utiliser dans un processus de création de dispositifs de formation, ça l'est déjà un peu plus. Et je le dis comme ça a l'air très simple de le faire, ça l'est pas du tout. Je ne vais pas vous mentir. On en est où actuellement? On a lancé justement un certain nombre de projets dont on peut imaginer que nous ne les aurions pas lancés s'il n'y avait pas eu ce Living Lab.
Un des premiers exemples, c'est le projet Hippocampe. Hippocampe, c'est un générateur de parcours d'apprentissage. C'est un dispositif mobile qui prend la forme d'une application, justement, qui est imaginé. Donc vous avez ici un descriptif du dispositif qui place l'utilisateur dans une relation justement un petit peu différente à son apprentissage. L'idée justement, c'est de faire un dispositif d'apprentissage culturel. Donc en l'occurrence ici, l'expérimentation prévue porte sur la région d'Île-de-France, en collaboration avec l'UFIC. L'UFIC, c'est l'Union des itinéraires culturels européens. Et l'idée justement, c'est qu'un utilisateur, un touriste, un usager justement, qui se balade dans une ville et qui utilise ce dispositif mobile, puisse apprendre un certain nombre de choses, mais puisse lui aussi générer lui-même, ou compléter, ou enrichir, clin d'œil au Living Lab, enrichir justement le dispositif en émettant des informations, des géolocalisations via cette application mobile. Merci d'avoir partagé tout ça. Je ne savais pas du tout ce que c'était un Living Lab. Et maintenant que vous nous avez donné envie, comment on fait pour travailler avec vous, pour faire partie des utilisateurs, ou voilà, c'est quoi les prochaines étapes? Alors évidemment, j'ai tendu la perche. L'idée, c'est en fait, comment on fonctionne. Parce qu'on a pas mal de sollicitations, évidemment, de ce style. Le meilleur moyen, souvent, comme je l'ai dit, de dresser des collaborations et d'être vraiment non pas dans le discours, mais dans le concret, c'est d'identifier un projet concret sur lequel vous voulez travailler, qui peut éventuellement nous intéresser. Et une fois qu'on a identifié ce projet, voilà comment on travaille. Et ça s'appelle une collaboration ponctuelle qui peut éventuellement, devenir une collaboration pérenne. C'est la manière dont on travaille parce que je pense que concrètement et de manière très pragmatique, c'est la seule qui fonctionne.